Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Noël ou la fête de la Nativité, côté religieux et festif, la rédaction y consacre un large dossier. Nous irons à Diourbel, c'est pour les besoins de la célébration du centenaire de la mise en résidence surveillée de Serigne Ahmadou Bamba. Nous serons en direct avec Khalisek. Et puis sport, nous parlons football, volleyball et lutte et nous ferons plus ample connaissance avec le nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Mesdames, Messieurs, Noël ou la fête de la Nativité donc, nous y reviendrons dans un large dossier d'abord politique. Les rideaux sont tombés hier sur la 21e édition de l'Université de la Convergence des Jeunesses républicaines. 2 jours de conclave sous la conduite de spécialistes et d'éminents intellectuels ont permis de réfléchir sur des thématiques liées au développement et à la participation des jeunesses à la gestion du pouvoir. Amadou Aramtiam. Ils sont 600 jeunes venus des 45 départements du Sénégal à se retrouver à Mbodiène pour se pencher sur diverses problématiques de développement. À travers cette 2e édition de l'Université républicaine, les jeunesses apéristes ont relevé le double défi de la mobilisation et de l'unité. Venu clôturer à la suite du président de ce parti, ce conclave de 2 jours, le ministre des Forces armées a tenu à rappeler les engagements sociaux, politiques et culturels de l'APR lors de la dernière élection. La tenue des engagements politiques permet de doter notre pays des institutions démocratiques dont il a besoin et afin que plus jamais un individu ou un groupe d'individus, fût-il élu au suffrage universel, ne puisse s'approprier la souveraineté populaire et mettre en cause la forme républicaine de l'État. La tenue des engagements économiques permet, elle, de répondre durablement à la demande sociale pressante. Modérateur des débats, Maître Alioune Badara Cissé s'est fait l'avocat des jeunes et prône leur participation effective à l'exercice du pouvoir. Ils ont fini en beauté autour de questionnements relatifs à la place et au rôle des jeunes dans la gestion du pouvoir. Pour ma part, je pense qu'ils n'ont aucun complexe à avoir vis-à-vis de qui que ce soit, vis-à-vis d'aucun adulte que ce soit. Ils se sont battus à nos côtés plus que nul autre ne saurait le faire. Aujourd'hui qu'il s'agit d'exercer, ils devraient être à nos côtés, à tout temps et en toutes circonstances. Debout pour accompagner leur mentor, la convergence des jeunesses républicaines s'engage pour la réalisation des promesses de campagne. C'est pour rappeler le président de la République et le gouvernement qu'ils ont eu à tenir des promesses devant le peuple sénégalais et on a l'obligation de tenir nos engagements. Les jeunesses apéristes qui ont lu une motion de soutien au Premier ministre veulent s'ériger en bouclier pour défendre la politique mise en œuvre par le gouvernement. Elles entendent ainsi faire face à la motion de censure que l'opposition menace de déposer à l'Assemblée nationale. Quel bilan tiré de la présidentielle de 2012 et les perspectives dans le compagnonnage dans la majorité présidentielle? Ces principaux points étaient à l'étude durant le séminaire politique du Parti socialiste. À l'issue de ces concertations, le bureau politique a réitéré sa volonté de partir au local de 2014 sous la bannière Benno Bokk Yakaar. Le secrétaire permanent chargé des élections faisait face à la presse. C'est un compte-rendu signé Cheikh Bamba Gueye. Face à la presse, le secrétaire permanent chargé des élections fait l'évaluation sur la participation du Parti socialiste à la dernière élection présidentielle. Le Parti socialiste était classé 4e à l'issue du premier tour avec 11%. Un score est évalué sous toutes ses formes de fond en comble. Les camarades ont indiqué qu'il faut interroger le fait que le Parti socialiste ait joué son rôle de parti d'opposition pendant 12 ans et était dans tous les combats, que ce soit au niveau des assises nationales de Benno Siggil Sénégal du M23, mais sans pour autant pouvoir en tirer le bénéfice qu'il escomptait d'avoir joué son rôle de parti en attente de la volonté du peuple. Les conditions de fonctionnement de Benno Siggil Sénégal, de notre éclatement, est-ce qu'une partie de l'opinion n'a pas voulu sanctionner les candidats issus de Benno Siggil Sénégal compte tenu de l'espoir qui a été créé d'avoir une candidature unique?
Avec la nouvelle donne politique, le cheminement du Parti socialiste dans la majorité présidentielle, notamment dans la coalition Benno Bokk Yakaar, a été soulevé au cours de ce séminaire. Et en direction de ces élections locales de 2014, le Parti socialiste a réaffirmé son engagement d'aller dans ces joutes avec la même coalition. Ce type d'élection commande que des coalitions se forment pour pouvoir les gagner. Parce que vous savez que c'est des élections pour lesquelles il y a une liste majoritaire et une liste proportionnelle. Et quand on a la liste majoritaire, on prend la moitié des conseillers. Donc ce qu'il faudrait, c'est constituer une coalition. La préférence du Parti socialiste et son option, c'est de dire que nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, nous devons bâtir une coalition au local sur la base de cette coalition-là. Mais maintenant, vous savez qu'en politique, c'est des questions de rapport de force, ce sont des questions d'intérêt. Le mandat a été donné au bureau politique aussi pour envisager d'autres options si jamais on pense que cette option est meilleure pour le parti, est meilleure pour le pays, et en même temps d'envisager aussi une autre option qui est de constituer une autre coalition si jamais, dans le cadre de cette grande coalition, les intérêts du parti ne seraient pas sauvegardés. C'est ça la position du séminaire. Et en perspective, le PS a réaffirmé son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar avec la volonté de la rendre beaucoup plus forte tout en gardant son autonomie. Cheikh Bamba Gueye, le Parti social-démocrate PSD Diantibi dispose d'un siège flambant neuf dans le département de Pikine. Son secrétaire général Mamour Cissé a procédé à son inauguration en compagnie des militants et sympathisants de ce parti, Lamine Touré. C'est dans un souci de massification que le Parti social-démocrate PSD Diantibi a inauguré son nouveau siège du département de Pikine. Premier du genre pour un parti qui s'est fixé comme objectif d'être présent sur les différents départements du pays d'ici 2014. L'étape de Pikine a été décisive dans cette décentralisation infrastructurelle du parti. Il faut qu'il y ait un engagement citoyen comme le fait aujourd'hui le PSD Diantibi. C'est pourquoi nous avons mis ici une base pour discuter avec les populations, pour amener le maximum de personnes autour du combat que nous mouvons, un combat citoyen pour faire de cette ville un coin il fait bon vivre, pour faire de cette ville un coin sûr. Dans le cadre de la diversification et de la décentralisation de nos structures, Pikine, peuplé d'1 million d'habitants, Pikine mérite ne tey ñu delloo ko njukkal. Le secrétaire général du PSD Diantibi, Mamour Cissé, s'est aussi félicité de la mobilisation des militants et sympathisants. Il a dans son discours évoqué plusieurs thématiques liées entre autres à l'emploi, à l'affaire Hissène-Habré, à la politique économique du pays. Mamour Cissé a appelé l'État à s'inscrire dans le respect de ses engagements en matière d'emploi, de justice et de bonne gouvernance pour un Sénégal apaisé et prospère. Le siège de Pikine est un hommage rendu aux jeunes et aux femmes de cette banlieue pour leur engagement dans la vie politique de la nation, selon les responsables de ce parti. Parlons maintenant transport avec la situation à Dakar Demdik, une situation difficile mais pas impossible. C'est du moins l'avis du directeur général. Il a fait cette déclaration lors de la visite du ministre des Infrastructures et des Transports. Des bus neufs mais également des bus saccagés ornent le décor du parc. Les autorités justement travaillent à la modernisation et au renforcement du secteur des transports à Basso. Le secteur du transport des personnes et de leurs biens est un des piliers essentiels de notre économie. Le tour effectué à la société Dakar Demdik a permis de se rendre compte de l'ampleur du trafic. Avec près de 235 bus, 240 000 voyageurs sont transportés tous les jours. Ces performances cachent bien les difficultés du secteur et de l'entreprise. C'est une situation difficile. Beaucoup de bus qui sont en panne aujourd'hui, beaucoup de bus qui ont été cassés par les manifestants. Et c'est une situation difficile, mais comme je dis souvent à mes collaborateurs, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. La raison pour laquelle nous travaillons pour relever considérablement le parc. Alors nous avons tout de suite mis la barre assez haute pour demander aux collaborateurs d'avoir 250 bus dans le réseau à partir du 1er janvier, dans une semaine. Et je disais tout à l'heure à Michel Miss quand même que les 250 bus, c'est un plancher. Ce n'est pas le plafond, c'est vraiment ça nous permettra à partir de 1er janvier d'avoir une vitesse de croisière pour monter à plus de bus dans le réseau. L'objectif, c'est d'arriver à avoir des rapports très rapprochés. Nous-mêmes, nous avons fait le réseau, nous avons pris les bus, nous avons discuté avec les usagers, mais la complainte principale, c'est que les attentes au niveau des arrêts sont longues. Il y a certes des difficultés, mais ce que j'ai vu me pousse à être très optimiste et en même temps très satisfait, puisqu'on a des ressources humaines
de très bonne facture, qui ont eu à concevoir des bancs d'essai pour les centres de formation qui forment du personnel externe et qui maintiennent les bus et le parc de Dakar Dem Dikk dans des conditions d'exploitation relativement satisfaisantes. À ces difficultés s'ajoute l'arrêt de plusieurs bus. Ces images témoignent des actes de vandalisme. Thierno Alassane Sall appelle à un sursaut collectif et à un diagnostic sans complaisance pour améliorer la mobilité. Il faut que les citoyens sachent que c'est leur bien. On réclame beaucoup de l'État, mais il faut que les citoyens, je n'appelle pas à la délation ni rien, mais il faut qu'on protège nos propres biens. Quand on voit des gens qui saccagent des bus, qu'on a un iPhone, qu'on aide à aider à l'identifier, il faut qu'on puisse l'identifier parce que ce n'est pas normal que les gens puissent saccager, mettre en péril aussi la vie des gens qui sont dans le bus. La visite à Dakar Dem Dikk a été une occasion d'échanger sur les orientations de la nouvelle direction qui ambitionne de professionnaliser le secteur du transport au Sénégal et s'ouvrir au reste de l'Afrique. Pour atteindre cet objectif, il faut un personnel qualifié, ce qui justifie la disponibilité d'une équipe pédagogique de Dakar Dem Dikk qui assure par la même occasion la formation et l'encadrement du personnel. Parlons maintenant de ce communiqué du Comité national des hydrocarbures, sur les prix des produits pétroliers du 22 décembre 2012. Les prix des hydrocarbures raffinés font l'objet d'un ajustement automatique toutes les 4 semaines sur la base des évolutions enregistrées au niveau des cours internationaux. Les prix qui sont entrés en vigueur ce 22 décembre 2012 à 18h sont caractérisés par un maintien des prix des produits pétroliers à leur niveau du 24 novembre dernier, à l'exception des prix des combustibles Sénélec qui accusent une baisse. Les prix des produits les plus courants sont les suivants, vous les voyez sur l'écran. Pour les hydrocarbures, le litre de supercarburant est à 889 francs, litre d'essence Pirogue 687 francs, litre de gasoil 792. Pour le gaz butane, la bouteille de 6 kg est à 3700 francs, la bouteille de 12,5 kg est de 7905 francs, la bouteille de 9 kg 5510, la bouteille de 2 kg 7 1670. Pour maintenir les prix aux consommateurs au niveau ci-dessous indiqué, le gouvernement a dû renoncer à une partie de sa TVA sur produits liquides de 125 millions de francs CFA et supporter une perte de 678 millions de francs CFA sur butane, soit un effort de 803 millions de francs CFA en 4 semaines. Ceci porte le montant des efforts consentis par le gouvernement pour soutenir les prix aux consommateurs des produits pétroliers à 19,2 milliards de francs CFA du 14 avril 2012 au 19 janvier 2013, dont 12,7 milliards de francs CFA au titre du renforcement de la TVA et 6,5 milliards de francs CFA au titre du remboursement de pertes sur importation de butane suite au blocage des prix. Ces prix sont valables du 22 décembre 2012 à 18h au 19 janvier 2013 à 18h. Donc voilà l'ensemble des prix que vous avez pu voir sur votre écran. Parlons maintenant de Noël. Noël ou la fête de la Nativité, c'est l'une des plus grandes solennités dans l'Église catholique. Sa signification au-delà des symboles avec René Massiga Diouf. Deux principaux mystères sont célébrés à Noël. Celui de la Nativité annonce la naissance du Christ. Le premier symbole, c'est la proclamation du mystère. Le mystère de la Nativité, c'est-à-dire Dieu qui vient habiter parmi nous en prenant la forme, le visage et l'expression humaine. Et donc, en prenant ainsi la forme, le visage et l'expression d'un homme, il vient rejoindre tous les hommes dans leurs différentes conditions. Et c'est ça que symbolise d'abord la proclamation, l'annonce de ce mystère, de ce grand mystère de Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Le second symbole qu'on peut évoquer, c'est celui de la crèche.
La crèche est un symbole important de la fête de Noël. Elle retrace les conditions de dénouement total dans lesquelles le Christ est né, un message d'une grande portée religieuse sur lequel les fidèles sont appelés à méditer. La crèche signifie traditionnellement la mangeoire, puisque Saint Luc nous raconte que Jésus, c'est le lieu où on a pu lui trouver une place, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les auberges. Et donc, depuis le XIIIe siècle, la tradition de l'Église a voulu représenter cela pour permettre aux fidèles de rejoindre le Christ jusque dans son lieu de naissance, jusque dans le lieu où il a été aux premiers instants de sa vie, de son apparition sur terre. Sinon, quel sens on peut donner à tout cela, à toutes ces significations et à la fête de Noël en tant que telle? La fête de Noël nous dit la grande solidarité de Dieu à l'égard de l'humanité. Une solidarité qui s'est manifestée de diverses manières tout au long de l'histoire du salut de façon particulière, mais de l'histoire de l'humanité de façon générale. Les paroisses sont plongées dans la ferveur de Noël, une fête qui constitue l'une des plus grandes solennités dans l'Église catholique. En cette veille de Noël, le cardinal Théodore Adrien Sarr a délivré son message de paix à tous les fidèles. Il a en outre invité à un examen de conscience et à l'amour du prochain. Voici l'archevêque de Dakar. Noël nous révèle que Dieu ne cherche pas à nous inspirer la peur, alors qu'il a voulu se faire petit enfant. Noël nous révèle que Dieu ne cherche pas non plus à nous priver de notre liberté en nous imposant ses commandements. Alors qu'il a voulu se faire l'un de nous pour nous aider justement à prendre conscience de nos faiblesses tout en assumant nos responsabilités. Noël nous révèle que Dieu ne peut nous encourager à haïr les autres, à leur vouloir du mal ou à leur faire du mal, puisqu'il a voulu se faire frère et compagnon de route des hommes. Noël nous invite donc à un examen de conscience sur notre conception de Dieu, pour la purifier de toute fausse image d'un Dieu qui porterait atteinte à la liberté des hommes ou à leur vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Fêter Noël, c'est aussi relire le message de la crèche, clairement interprété par les anges aux bergers, message pour lequel ces derniers se sont levés en hâte pour aller trouver le nouveau-né de Bethléem. Paix aux hommes que Dieu aime. Noël est un message de paix pour toute l'humanité. Le cardinal a également formulé des vœux de paix pour la Casamance et le Mali. Il a à ce propos rendu hommage à l'ancien évêque de Ziguinchor, appelé à Dieu il y a quelques jours. Je propose de l'écouter. Ces vœux de paix, je les exprime surtout pour la Casamance. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts entrepris ça et là pour favoriser un climat de dialogue et aider les populations de cette région qui payent le plus lourd tribut du conflit à retrouver leur tranquillité et le cours normal de leurs activités. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre encore un vibrant hommage à un des promoteurs de la paix en Casamance, en l'occurrence Monseigneur Augustin Sagna, rappelé à Dieu le 12 décembre dernier. Il s'est beaucoup donné pour que la paix devienne réalité pour tous. Maintenant qu'il a pleinement rempli sa mission, que son intercession accompagne le processus de paix en cours. C'est enfin l'occasion pour moi
de lancer un appel aux différentes parties de ce conflit. Appel à s'asseoir, à s'entendre et à œuvrer pour que cette paix tant désirée soit définitivement retrouvée. Ces vœux de paix, je les formule aussi pour notre cher continent africain en général, pour nos voisins du Mali en particulier. Aujourd'hui, les divisions qui compromettent sérieusement la stabilité de ce pays dans plusieurs domaines nous interpellent. Mais plus encore, c'est le désarroi et les souffrances des populations qui font appel à notre solidarité, à notre engagement. En ce saint jour de Noël, portons dans la ferveur de nos prières le vœu ardent de voir les conflits du Mali s'éteindre définitivement. À quelques heures donc de la célébration de la Nativité, Dakar brille de mille feux. Nous y reviendrons dans un instant. En attendant, parlons gastronomie. Réveillons au repas de minuit la dinde détrônée par le poulet, histoire d'argent ou choix des temps modernes. Réponse dans ce reportage de Thiorodia. Il est allé à la rencontre des vendeurs de volailles au marché Kermel et à Sandaga. Poulet, dinde, canard, pigeon, des viandes de volaille prisées en cette période de fête. Dans la tradition, c'est une dinde qu'il faut pour célébrer Noël. Avec les temps qui courent, les ménagères ont jeté leur dévolu sur le poulet. Je ne dis pas que la dinde a tendance à disparaître, mais le chapon est en train de damer le pion à la dinde. Parce que maintenant, le chapon est plus prisé que la dinde pendant Noël. Donc, s'agissant du chapon, beaucoup de gens ont tendance à parler de chapon sans pour autant savoir le vrai sens du chapon. Le chapon, c'est un coq castré. Le vrai chapon, c'est un coq castré. Bon, disons, je ne vais pas le dire, mais au Sénégal actuellement, beaucoup de gens font du gros poulet à la place du chapon. Les poulets peuvent-ils remplacer la dinde dans la tradition? Ce choix est-il lié au prix, au goût ou à la disponibilité? Ils sont quand même chers, hein? Oui, il y a 3500 le kilo. Donc mais je pense que c'est avec les festivités, donc c'est normal que les prix haussent un peu. Je préfère le poulet. Bon, la viande est beaucoup plus tendre et a plus de goût. La dinde est un peu fade à mon goût. La viande de dinde se fait de plus en plus rare sur les marchés. La plupart des Sénégalais ne connaissent cette volaille que de nom. C'est facile à cuisiner la dinde? Je vous ai dit que je n'ai jamais cuisiné, je ne l'ai jamais acheté aussi. Le kilogramme de poulet varie entre 1300 et 1500, celui de la dinde entre 3500 et 4000 pour certains. Le choix dépend de la différence entre les prix, surtout en cette période de crise. Pour d'autres, quel que soit le prix, Noël se fêtera avec une dinde. Tu reviens après un bon repas, un dessert ne ferait pas de mal pour les réveillons. La bûche de Noël se positionne en leader. Ce gâteau, il faut le dire, est exceptionnel de par sa préparation et ses origines. Retour sur une tradition culinaire qui a traversé les siècles, mais qui est toujours d'actualité. Amsatou Sey. Du bois à la farine, que de chemin parcouru par la bûche. Les fours des pâtissiers se sont substitués à l'âtre des cheminées. Aujourd'hui, les chefs fourmillent d'idées pour parfumer nos chairs roulées, qui peuvent être des forêts noires, on a fait des bûches à l'orange, on a fait des bûches en vanille chocolat, les vanilles, il y a praliné aussi, il y a café. Alors, vanille, chocolat ou en duo, le processus reste le même. C'est le biscuit, la crème au beurre, vanille. Ouais. Alors maintenant, il y a deux couches, vanille chocolat et vanille. Hein. Maintenant, il faut le plier. Tire. Maintenant, c'est le chocolat. Maintenant, c'est bon. Ce qui reste, c'est les petites décorations, les garnitures, vermicelle chocolat, plus un cornet de chocolat. Ces petites choses sont tout de même très importantes. Confetti, sapin, Papa Noël ou encore lutin. On s'en donne à cœur joie. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je
Mais la tradition évoluant avec le temps, la mythique bûche de Noël partage désormais la table avec la glacée ou encore la mousse. Vous avez aussi les bûches spécialités qui sont là. Vous voyez les mousses aux fruits rouges, vous avez les mousses Copacabana, vous avez les mousses aux noisettes. Et c'est des bûches avec les 3 chocolats, vous avez la forêt noire. Bon, c'est les spécialités. À la mousse, glacée ou à la génoise, la bûche reste le dessert à avoir absolument sur la table le jour de Noël. Les Sénégalais se sont mis à la mode et ne seront pas en reste pour bien honorer le repas de Noël. Le Père Noël descendra du ciel pour offrir à ses enfants des jouets, qui une poupée, qui un jeu de société. Mais cette année, l'ordinateur est en tête de liste, n'est-ce pas, Kaltungay? Noël rime avec cadeau et l'occasion par excellence de faire plaisir à ceux qu'on aime, particulièrement aux enfants. L'esprit de Noël, moi je suis chrétien, c'est Jésus-Christ. On commémore sa naissance. Il est venu pour annoncer la paix, pour la joie. Comme on aime les enfants et il faut leur faire plaisir. On a acheté des jouets pour la petite, puisque c'est Noël, c'est pour faire plaisir aux enfants. C'est donc les parents qui vont passer à la caisse, mais le dernier mot revient aux enfants, même si pour eux, le choix n'est pas toujours facile. Je n'avais pas choisi. Mais heureusement que maman est là pour guider François. Cette année, les ordinateurs ont toujours la cote, tout comme les voitures téléguidées. Bon, j'ai acheté un ordinateur pour ma fille, que j'adore tellement, parce qu'elle aime tellement les ordinateurs. Donc, et ça me fait un très grand plaisir de voir mon enfant en train de jouer avec un ordinateur. L'ordinateur, tout simplement parce que ça permet à l'enfant d'être éveillé. Et puis, comme c'est un enfant qui n'a que 2 ans, le fait d'entendre déjà des sons, ça permet à l'enfant de capter et puis de vite parler. Ça facilite en fait le langage de l'enfant. On a acheté des jeux qui vous permettent de réfléchir, c'est plus essentiel que les jeux qui permettent de jouer sans rien faire. Je ne suis pas trop pistolet, c'est la guerre, c'est la violence. Et sincèrement, en tant que parent, je ne suis pas pour ce genre de cadeaux violents. C'est une violence implicite qu'on apprend aux enfants et je ne suis pas d'accord. Il y a donc un vaste éventail de jouets dans les grands magasins à condition d'y mettre le prix. Et pour les bourses les plus modestes, il y a toujours l'option des vendeurs de rue, spécialistes des bonnes affaires. J'ai choisi de venir à Sandaga parce que tout simplement, on remarque que les prix d'ici ne sont pas les mêmes que ceux des magasins. Là, c'est plus moins cher que les boutiques. À 2000 francs jusqu'à 10 000 francs, tu peux avoir des cadeaux. Les prix, c'est abordable. C'est vraiment abordable. L'esprit de Noël plante donc déjà sur Dakar. La fête des enfants, comme on l'appelle, sera belle, puisque petits et grands n'ont pas attendu la nuit pour démarrer les réjouissances. À quelques heures de la célébration de la Nativité, Dakar brille de 1000 feux avec les décorations. Mais ce n'est pas tout l'intérieur de beaucoup de maisons et du goût de la fête. Nous nous sommes rendus dans une famille catholique. Voyons ensemble ce que Philomène Constance Diagne nous a rapporté. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets pas milliers. Cette chanson est celle d'un enfant joyeux. Une maison bien décorée, un cadeau entre les mains. Assez suffisant pour Simon de bien passer Noël. Noël, c'est la naissance de petit Jésus. J'ai le Spider-Man. Pour sa petite sœur, un cadeau aussi, mais plus la joie d'accueillir petit Jésus dans sa demeure. La naissance de petit Jésus. Papa et maman pour les cadeaux. Depuis qu'ils se sont unis, Monsieur et Madame Colli sacrifient à cette tradition de décoration. Avec l'arrivée des enfants dans leur vie, ils s'y plient pour apporter plus d'engouement à la fête. Quand on est content de faire quelque chose, de célébrer quelque chose, il faut le faire dans la beauté. Et donc c'est cette dimension-là, ce qui montre que les gens sont contents parce que dans la décoration, la chose la plus visible, c'est la lumière. Et une lumière qui scintille, je pense que ça symbolise un peu qu'il y a clarté quelque part, mais il y a une joie quelque part. Jésus qui vient dans une famille. Donc c'est vraiment beau de fêter ça en famille. Surtout avec les enfants, c'est une fête d'enfants, je peux dire. Des pas de danse, des chansons, s'il en faut, tout ce qu'il faudra pour glorifier la venue de petit Jésus avec des lumières qui scintillent un peu partout dans la maison.
Autre aspect de l'actualité nationale, la célébration du centenaire de la mise en résidence surveillée de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à Diourbel. Ce sera demain. En prélude, la RTS nous fait vivre les préparatifs de la manifestation. Nous sommes en direct avec Khali Seck. Bonsoir Khali. Bonsoir Maïmouna et merci de nous avoir permis de faire cette incursion dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous aussi de nous recevoir chez vous. L'équipe de la télévision qui a fait le déplacement de Diourbel, Diourbel, capitale du Bawol, ville historique et symbolique. Diourbel, qui est également appelé communément Ndiarème Diariemou, et la seule évocation de ce nom renvoie à l'histoire du mouridisme. Vous savez, l'histoire de Diourbel est intrinsèquement liée à celle du mouridisme. Les deux histoires sont à la fois indissociables et inextricables, parce que Diourbel aura écrit de très belles pages dans l'histoire du mouridisme, et l'on ne saurait réécrire l'histoire du mouridisme en faisant abstraction de l'apport inestimable de Diourbel. C'est pour cela d'ailleurs que le comité d'organisation du Magal de Touba, dans ses innombrables innovations, va organiser ici à Diourbel demain une table ronde sur le centenaire de la mise en résidence surveillée de Cheikhoul Khadim. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole de la famille de Cheikhoul Khadim, nous apporte ici de plus amples informations par rapport à cette cérémonie. La ville de Diourbel symbolise beaucoup pour les Mourides. C'est l'endroit où Cheikh Ahmadou Bamba a résidé le plus longtemps sur terre. Il y est resté 15 ans. Les Blancs s'étaient rendus compte que beaucoup de personnes accouraient vers lui. En l'amenant ici, ils s'étaient dit que dans une ville animée comme Diourbel, les jeunes et les adultes se détourneraient de lui. Mais le bon Dieu avait déjà fait savoir à Cheikh Ahmadou Bamba que c'est à Diourbel qu'il allait illuminer son époque comme un soleil qui brille. Alors, quand on parle de Diourbel, on pense certes à la grande mosquée de Diourbel, à la résidence Cheikhoul Khadim, cette résidence qui est un symbole de la ville de Diourbel. Et Serigne Mohamedou Makhtar Mbacké Abdoul Wahid nous donne de plus amples informations par rapport à ce lieu hautement symbolique. Fini de faire son œuvre, cette résidence a accueilli Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul à son arrivée à Diourbel en 1912. Durant 13 mois, le Cheikh a vécu ici sous une étroite surveillance. Cette bâtisse au style colonial est chargée d'histoire. Des conditions de vie très dures. Sa liberté de mouvement était restreinte. Mais cela n'ébranla aucunement le saint homme. Durant tout son passage ici, il ne faisait que méditer et rendre grâce au Seigneur. La résidence croule sous le poids de l'âge. Il faut sauver ce patrimoine. Serigne Touba y a passé 13 mois de sa vie. Cette maison aujourd'hui en ruine fait partie de notre patrimoine. Sa restauration est devenue une nécessité et nous y pensons énormément. L'œuvre de Serigne Touba est universelle. Après cette maison, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a rejoint Al-Boukatou Moubarak, sa dernière demeure sur terre ici à Diourbel, un autre lieu plein de symboles pour le mouridisme. Voilà, vous avez donc dû rectifier de vous-même. Il s'agissait du reportage de Aboubakri Kane que nous n'avons pas, Alioune Badara Kane que nous n'allons pas quitter parce que Alioune Badara Kane nous a fait de plus amples informations, donné de plus amples informations par rapport à ce lieu hautement symbolique appelé Boukhatoul Moubarak. Médinatoul à Diourbel, en face de la grande mosquée, la résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, appelée Kergoumak en Wolof, ou encore Al-Boukatou Moubaraka, le site béni.
Dans cette vaste demeure de 45 000 mètres carrés, Serigne Touba passa les 15 dernières années de sa vie. Al-Boukatou Moubaraka fut et reste une étape importante dans le passage sur terre du fondateur du mouridisme. Ici, on veille jalousement sur ce lourd héritage spirituel. N'y entre pas qui veut. Les gardiens du temple veillent au grain. Le site est sacré. Plusieurs objets de culte, des écrits et des livres ayant appartenu aux cheikhs y sont gardés. Un véritable musée pour la communauté mouride. À quelques mètres de là se trouve Beytoul Rasoul, un lieu de pèlerinage, l'endroit où le prophète est apparu, à Khadimoul Rassoul. La spiritualité qui s'y dégage et la sérénité qui habite les âmes une fois à l'intérieur font assurément de Beytoul Rassoul un lieu saint. À Diourbel, plus précisément dans sa résidence de Boukatou Moubaraka, le site béni, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mena une existence remplie au service de Dieu. Le saint homme quitta ce bas monde à cet endroit en 1927. Autre lieu chargé d'histoire et d'enseignement ici à Diourbel, la grande mosquée de Diourbel. La grande mosquée de Diourbel qui a été construite par Cheikhoul Khadim. Évidemment, les travaux de cette construction ont été confiés à Cheikh Issa Diène. Alors, notre confrère Ibrahim Mboup nous revisite ce lieu symbolique. L'appel du muezzin résonne ici depuis plusieurs décennies. Construite par Cheikh Ahmadou Bamba, la grande mosquée de Diourbel est l'une des plus anciennes de la région. Démarrée le 9 avril 1918, les travaux ont duré 9 ans sous la supervision de Cheikh Issa Diène, dans un contexte économique difficile. Les circonstances dans lesquelles cette mosquée a été construite, c'est des circonstances particulières. Il n'y avait rien, c'est après la guerre mondiale. Dure la conjoncture économique, presque inexistante la liberté de mouvement à l'époque en raison de la résidence surveillée imposée à Cheikh Ahmadou Bamba. Deux facteurs bloquants qui n'ont pas empêché le cheikh de matérialiser le projet. Son courage et sa détermination lui ont permis de construire la mosquée. L'idée germait déjà bien avant sa venue à Diourbel. L'idée de construction d'une mosquée à Diourbel est née à Mayombe pendant l'exil du cheikh. Un jour, alors qu'il voulait faire ses prières dans un lieu qu'il avait aménagé, le blanc l'en empêcha avec véhémence. C'est par la suite que Serigne Touba recevra un cadeau du Tout-Puissant, avoir l'autorisation de construire une mosquée à Diourbel. Selon de nombreux témoignages recueillis auprès des cheikhs de l'époque, Serigne Touba a prié dans cette mosquée au moins à 2 reprises, pendant les 15 années qu'il a passées à Diourbel, ville dans laquelle il est rappelé à Dieu le 19 juillet 1927. Alors, tout est fin prêt pour une réussite totale du Grand Magal de Touba. C'est ce qui ressort du moins du CRD tenu ce matin dans la ville sainte de Touba. Ce CRD a été présidé par le ministre de l'Intérieur, Amadou Diop Iyete. C'est une dernière réunion d'évaluation élargie à tous les départements qui participent au bon déroulement du Magal de Touba. L'occasion de faire ainsi le point sur diverses questions dont la santé. Cette année, 130 postes de soins sont prévus. Pour ce qui est du personnel médical, des médicaments et des caisses d'avance, tout est déjà au point. Au sortir de cette réunion, je voudrais exprimer ma totale satisfaction pour le niveau d'engagement, le niveau d'exécution des recommandations et les rares
tâches qui n'ont pas encore été exécutées le seront dans les 48 heures au plus tard. En matière d'assainissement, le service national d'hygiène est déjà sur place avec 160 personnes qui ont déjà commencé le travail de sensibilisation. Des toilettes mobiles sont attendues dans les prochains jours. Sur le plan de l'électricité, Touba est déjà et restera hors délestage pendant toute la période du Magal. Pour réduire le nombre d'accidentés sur la route, les services compétents ont retapé certaines voies de Touba. Les associations de transporteurs ont aussi adhéré à la politique de prévention mise en place. Elles seront aidées par des organisations comme l'Association des mécaniciens du Sénégal. Le travail qui a été fait l'a été en partenariat, en symbiose avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Je retiendrai simplement que les plus grandes préoccupations ont été prises en compte, notamment le problème de l'eau, le problème de la santé, le problème de l'assainissement, le problème de la voirie, l'électricité. Tous les ministres concernés étaient à pied d'œuvre ces jours-ci et leurs représentants sont restés. Il y a eu une très grande mobilisation. Pour le reste des questions avancées, à savoir les télécommunications et la couverture médiatique entre autres, les autorités religieuses et le comité d'organisation se sont félicités du niveau d'exécution des recommandations faites lors de la dernière réunion à Dakar. Merci Amidou. La deuxième étape de la caravane du Magal de Touba s'est ébranlée depuis samedi. Cette caravane a fait l'étape de Bargny, de Rufisque et de Sébikotane. Des villes, des itinéraires empruntés, nous dit Ibrahim Mboup. La caravane du Grand Magal, toujours sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Escale à Rufisque, une ville qui a accueilli le fondateur du mouridisme après un exil de 7 ans au Gabon. En route vers Saint-Louis, Serigne Touba s'est arrêté chez Adramé Ndiaye dans cette maison située au quartier Kerikao. Quand Serigne Touba est venu ici, il a demandé à séjourner dans cette demeure. Il y a passé la nuit et effectué des prières. Un enfant du nom d'Abdou Karim Ndiaye en avait grandement bénéficié. Par la suite, il était très riche. L'étape de Rufisque a été ponctuée par des visites de courtoisie chez Sokhna Momy Mbacké Thierno Birahim, chez Serigne Mbaye Bassine, Mouhadam de Seydi El Hadji Malick Sy, ainsi que chez Thierno Abdallah Diop, membre de la famille omarienne. Un grand rassemblement à Kër Serigne Touba a été aussi organisé en présence de nombreux talibés. Après, la caravane a mis le cap sur la ville jumelle de Rufisque, Bargny. Point de chute, un quartier du nom de Baye. Serigne Touba a passé ici quelques jours. Un séjour durant lequel le cheikh s'est employé à démontrer aux populations locales que les croyances et pratiques païennes ne sont pas conformes avec l'islam, tout en mettant à rude épreuve les pouvoirs mystiques des Ceddo, très puissants à l'époque. Serigne Touba est venu à Bargny à son retour d'exil en 1902. Il a fait un séjour de 3 jours dans cette ville. Le cheikh était l'hôte d'un grand dignitaire local qui s'appelait El Hadji Thierno Mayoro Ndiaye. Tard dans la nuit, la caravane du Grand Magal arrive à Sébikotane, la dernière étape d'un périple qui a démarré à 19h pour se terminer vers 1h du matin, toujours au rythme des Khassaïd. Merci Ibrahima, mais nous n'allons pas encore vous quitter parce qu'après ces étapes de Rufisque, Bargny et Sébikotane, cette caravane a fait cap sur Ngabou, Mbacké et Khouroumbake. Ibrahima, vous avez été de la partie, vous nous en donnez de plus en plus d'informations. Khouroumbake, le royaume d'enfance de Serigne Touba. Quelques mois après la venue au monde de Cheikh Ahmadou Bamba, la famille de Mamor Anta Sali a quitté Mbacké Baol pour venir s'installer à Khouroumbake, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Diourbel. Serigne Touba a vécu à Khouroumbake pendant près de 10 ans.
Il a passé toute son enfance dans cette localité. Son petit frère Serigne Abiboula Mbaké ainsi que sa petite sœur Sokhna Fati Mbaké sont nés ici. Cela dit, beaucoup de fils de Serigne Touba ont trouvé la mort à Khourou Mbaké à cause de la peste qui faisait des ravages à l'époque. Khourou Mbaké, c'est aussi l'histoire d'une femme pieuse et dévouée. Son nom, Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Elle faisait près d'1 kilomètre pour chercher de l'eau dans ce puits d'une profondeur de 33 mètres. À quelques kilomètres de Khourou Mbaké, Ngabou, Cheikh Ahmadou Bamba n'y a jamais vécu, mais il reste un terroir qu'il aimait tant. C'est sur instruction de Serigne Touba que Ngabou a été fondé. C'est en 1917 qu'il confie à Serigne Fallou Mbaké la mission de lui trouver un périmètre sur place. Une fois le terrain acquis, le chef demande à ce qu'un verger soit mis sur place. Par la suite, 12 femmes exemplaires ont été chargées de s'occuper du verger et de tous les travaux conformément aux vœux de Serigne Touba. Dans l'agenda de la caravane, il y avait aussi une autre étape, Ngabou Sankaï, un village qui était un foyer intense du paganisme de 1227 jusqu'en 1913. Et c'est grâce à Serigne Touba que cette localité a connu l'islam. La dernière étape de la deuxième journée de la caravane avait pour cadre le lycée de Mbaké. Au menu, un symposium sur le mouridisme organisé par le Daïra Mazalikul Jinan. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Maïmouna, c'était tout pour le menu de cette incursion. En attendant de vous retrouver dans nos toutes prochaines éditions, nous vous disons merci et bonsoir. Bonsoir à vous, Khalisek, et bonsoir à toute l'équipe de la RTS qui est actuellement à Diourbel pour les besoins de la célébration du centenaire de la mise en résidence surveillée de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. À présent, la dernière ligne droite de cette édition consacrée au sport, football d'abord, match Sénégal-Angola, éliminatoire Coupe du Monde pourrait se jouer au Sénégal, mais dans quel stade? Peut-être Demba Diop si l'on arrive à remettre en état les vestiaires et la pelouse avant fin février 2013. C'est du moins l'avis de la mission de prospection des techniciens du ministère des Sports, de la Fédération de football et du ministère de la Construction ont procédé ce matin à la visite du stade Koumba Diakhatemar. Des vestiaires dans un piteux état, un aire de jeu couvert de granulats, de grosses équations à résoudre pour que Demba Diop puisse abriter le match Sénégal-Angola du mois de mars prochain. Les techniciens qui avaient participé à la visite, effectivement, ont conclu que, moyennant quelques réflexions, le stade Demba Diop pouvait abriter le match du mois de mars prochain. Les seules possibilités aujourd'hui qu'on puisse jouer à Demba Diop, c'est qu'en fait des vestiaires soient repris à neuf et ensuite qu'on pose effectivement un terrain synthétique nouvelle génération et ensuite peut-être embellir un peu le stade, n'est-ce pas, sur certains services que j'appelle de second ordre, comme peut-être la tribune qu'il faudra peut-être refaire, quelques retouches et ensuite l'environnement du stade à l'extérieur et à l'intérieur. Et je pense que si cela peut être fait dans les normes, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir jouer à Demba Diop. Puisque l'État ne veut rater sous aucun prétexte la tenue de ce match au Sénégal, il faut alors réfléchir et agir vite pour que Demba Diop soit homologué. Je pense qu'il ne faut pas tergiverser. Il faudra éviter également aussi qu'on passe à des marchés, c'est-à-dire après la candidature, je sais pas, parce que ça également aussi, ça risque de nous prendre 6 mois. Donc il faut rapidement se prononcer par rapport techniquement c'est possible, et ensuite prendre une décision rapidement. Et je pense qu'avant le 5 janvier, on doit effectivement savoir s'il faut y aller dans le sens effectivement de refaire Demba Diop ou Lat Dior, ou s'il faut effectivement surseoir à ces biens. On peut aujourd'hui, et d'ailleurs le directeur du stade de Demba Diop nous a montré un document des Italiens qui nous ont montré effectivement qu'ils étaient capables effectivement de monter des vestiaires démontables en 2 mois.
en un mois, le temps que le matériel arrive pour peut-être 1 mois, et en 1 mois pour peut-être poser cela. En même temps également, poser en même temps le gazon synthétique nouvelle génération. Après cette visite de prospection, les techniciens des différents ministères concernés ont 2 jours pour déposer leur rapport, des conclusions qui seront assorties de propositions concrètes. Saër Seck, le nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, est un amateur. Il gère des entreprises évoluant dans le secteur de la pêche. Cela ne l'empêche pas de vivre sa passion qui est le football. Dans sa carrière, il a été joueur, entraîneur et président. Son sport favori est la marche et il fut un cordon bleu du temps où il était étudiant. Faisons plus ample connaissance avec le nouveau président de la Ligue Pro. Son portrait est réalisé par Abdoul Aziz Ban. Loin des terrains de football, le nouveau président de la Ligue Pro et président de Djambar mène d'autres activités. L'armateur est conscient que le fait d'allier les 3 fonctions n'est pas chose aisée. C'est vrai que c'est pas facile. Ceci dit, voilà, dans la vie, on a sa profession qui est cette activité pêche, mais on a aussi sa passion. Et ma passion, c'est le football. Saër Seck est un opérateur économique. Mon secteur d'activité privilégié est le secteur de la pêche, dans lequel j'exerce depuis déjà une 30aine d'années. Donc, j'ai une petite expérience dans le secteur, donc je gère un certain nombre d'entreprises. Je suis également le président du groupement des armateurs et des industriels de la pêche. Dans sa carrière de footballeur, le nouveau président de la Ligue Pro est passé de joueur à entraîneur. Pourtant, il lui arrive rarement de jouer au football. Son activité favorite reste la marche quotidienne. Tous les soirs, je m'astreins à faire 1 heure de marche au moins. Donc, généralement, après avoir dîné, je marche. Ça me permet de réfléchir, ça me permet aussi de parler avec certains, et puis ça me permet d'entretenir la condition physique. Vous savez, quand on a eu un président de ligue comme Lamotte, qui a encore son profil de jeune athlète prétendant aux Jeux Olympiques, bon, je ne veux pas aussi, comment dire, tout à fait gâter l'image de la ligue, donc il me faut garder une certaine ligne. J'ai joué à l'US Gorée. Voilà, après j'ai entraîné l'entente Niary Tally SICAP. J'ai été président de Kip Nawetan, j'ai été à la fédération, je suis à la ligue, je suis avec Djambar. Étudiant en France, Saër Seck fut un cordon bleu. Il a perdu la main au fil des années. Avec lui, on ne parle pas de plat préféré. Oh, moi, je mange tout. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux m'avoir en photo que les pieds sous la table, parce que j'ai quand même un bon appétit. Hein. Le souhait de Saër Seck, le développement du football sénégalais, un tel objectif passe par une mission remplie à la tête de la Ligue Pro. Le mandat de 4 ans suffira-t-il? Du football, nous passons au volleyball. Finale du tournoi de la zone 2. Les Lionceaux et Lioncelles n'ont pas connu le même sort. Les premiers ont été défaits par la Gambie 3-7 à 1. Quant aux filles, elles ont battu sans grande difficulté la Guinée 3-7 à 0. Seydina Alundigo. Elles n'auront pas besoin d'être poussées à la roue par le maigre public. Les Lioncelles déroulent face à la Guinée 3-7 à 0. Faut croire que la tâche était facile pour les protégés d'Abdoulahad Sarr. Les matchs amicaux qu'on a fait ici au Sénégal ont été beaucoup plus durs, beaucoup plus relevés que ce tournoi. Donc on n'a pas eu rencontré de problèmes techniques ou tactiques. Changement de statut d'actrice sur le parquet à celui de supportrice. L'exercice est sans succès pour les Lioncelles. Malgré le soutien, leurs homologues sont battus à plate couture. La Gambie est passée par là pour la 2e fois dans ce tour. 3-7 à 1. À vrai dire, la Gambie a été meilleure que le Sénégal. Il faut l'avouer. Donc en 2 matchs, ils rencontrent les 2. Ça veut dire qu'ils ont été beaucoup plus organisés que le Sénégal. Mais bon, cela n'enlève rien donc les qualités de mes joueurs. Ils sont jeunes, ils ont le devant eux. On a quand même un sentiment de satisfaction, même si tous les pays de la zone n'ont pas été présents. Je pense que nous avons assisté à d'assez bons matchs, surtout au niveau des garçons. Il y a eu vraiment de très très bons matchs.
le niveau des garçons est assez élevé. La Gambie et le Sénégal, champions de la zone 2 respectivement chez les garçons et les filles. Néanmoins, au même titre que les Lioncelles, les Lionceaux se qualifient à la CAN de la discipline en 2013. Le défi de la préparation est à relever. Lutte sénégalaise, les désillusions s'accumulent pour Tonnerre de Pikine-Bolo qui a essuyé son 3e revers de suite. Garga Mbossé de l'écurie d'Ordorade l'a battu en moins de 3 minutes de combat. C'était hier au stade Iba Mar Diop, compte rendu Mansour Sow. Le suspense n'aura finalement pas trop duré dans le combat Tonnerre-Garga Mbossé. Au coup d'envoi, les deux protagonistes optent pour une minute d'observation. Après cette séquence, Tonnerre se met à l'affût pour une bagarre et tente d'acculer le petit frère de Zos. Moment choisi par Garga, qui semblait avoir bien étudié son adversaire, opte pour la défensive, tout en guettant la moindre occasion pour effectuer une entrée en jambe, son registre favori. Pied au plancher, le très impatient protégé de Boston réussit en usant de son crochet gauche à toucher son adversaire, mais sans grand dommage pour ce dernier. Réponse du berger à la bergère, Garga riposte en assénant un coup portant au Pikinois. À travers cette petite bagarre, Garga réussit à se saisir de son adversaire. Fort de sa puissance physique, il essaie de plaquer le tombeur de Yekini Junior en vain. C'était sans compter avec sa détermination. Au finish, Garga réussit à ceinturer son vis-à-vis avant de le clouer au sol sans grande difficulté, au grand bonheur de ses nombreux fans. Pour terminer, les agents du service de la maintenance de l'hôpital Aristide remportent la finale du tournoi de football aux dépens de ceux du service des laboratoires. C'est donc la fin de plus d'1 mois de compétition entre différents services, tournoi organisé dans le cadre des festivités qui marquent le centenaire de l'hôpital, finale présidée par Mamadou Diop, ancien directeur de l'hôpital Moussa Mané. Ces agents de l'hôpital Aristide Le Dantec ont troqué leur blouse blanche pour des tenues de joueurs le temps d'un après-midi. C'est à l'occasion de la finale qui oppose l'équipe des agents du service de la maintenance en jaune à celle du service des laboratoires en blanc. Cette finale met fin au tournoi organisé avec l'ensemble des départements. Au-delà de l'aspect festif que constitue ce tournoi, il s'agit pour les organisateurs de raffermir les liens de fraternité et d'amitié entre les employés des différents services professionnels et administratifs. À la mi-temps, la maintenance menait sur le score de 2-0 devant des autorités de l'hôpital Aristide Le Dantec et plusieurs autres invités. À la reprise, les jaunes de la maintenance vont accentuer leur domination. Sur cette balle arrêtée, ils inscrivent un but splendide. Admirez le geste majestueux de l'attaquant qui ne laisse aucune chance au portier. Ils vont sceller totalement le score en marquant le 4e but. Score à la fin du temps réglementaire. Les agents du service de la maintenance remportent ainsi la finale du tournoi. Ils entrent du coup dans l'histoire de leur institution fondée par un certain Aristide Le Dantec en 1912. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir et joyeux Noël à tous.